Tout au sud de l'Espagne se trouve l'Andalousie et ses paysages envoûtants avec les montagnes majestueuses de la Sierra Nevada, les vastes oliveraies qui s'étendent sur des kilomètres ou encore les plages dorées de la Costa del Sol. L'Andalousie, c'est aussi une histoire millénaire, une culture à part et mélangée, mais également une gastronomie exquise. Seulement, dans l'affaire que je m'apprête à vous présenter, quelqu'un a pris son dernier repas et le pays du soleil est à deux doigts de s'enflammer. Durant les années 70, Willem Waninkoff, un ressortissant néerlandais expatrié, travaille pour un hôtel situé sur la côte andalouse. Il apprécie énormément l'Espagne, d'ailleurs il rencontre sa femme Hilaria Alicia Hornos, que tout le monde appelle Alicia. Le couple a 3 enfants, dont Rocio, une petite fille qui vient au monde le 9 novembre 1979. D'apparence, tout va bien pour cette petite famille, mais en réalité, la relation entre Willem et Alicia se dégrade à vue d'œil après la naissance de Rocio. L'homme est violent avec sa femme, qui supporte difficilement cette brutalité dont il fait preuve. En 1981, le couple vit des moments difficiles, mais c'est également la période à laquelle Willem présente à sa femme une collègue de travail à l'hôtel, nommée Maria Dolores Vasquez, que tout le monde appelle Dolores. Une question importante surgit alors. À quoi sert le premier prénom en Espagne puisque manifestement les Espagnols ne l'utilisent pas? Quoi qu'il en soit, cette rencontre avec Dolores amène de grands changements dans la vie d'Alicia, parce qu'elles deviennent de très proches amies, au point de se confier des informations particulièrement intimes. Ainsi, Alicia reconnaît auprès de Dolores que son couple bat de l'aile, et qu'elle s'apprête à se séparer de son époux. Naturellement, une séparation soulève énormément de questions que Dolores pose à Alicia, notamment sur le moyen par lequel elle compte subvenir aux besoins de ses 3 enfants en tant que mère célibataire. Au fur et à mesure des semaines, puis des mois à se fréquenter, l'amitié entre Alicia et Dolores se transforme en romance, et les 2 femmes finissent par former un couple. Bien qu'Alicia soit toujours mariée, en tout cas au regard de son état civil, il n'y a plus aucun sentiment envers Willem, qu'elle quitte en 1982 pour emménager avec Dolores du côté de la Cala de Miras. Et cet accent espagnol à couper au couteau, vous y aurez droit toute la vidéo. En 1983, Alicia est finalement totalement libérée de son union avec son époux abusif, puisque le divorce est enfin prononcé. C'est alors qu'un nouvel horizon apparaît pour Alicia, qui décide d'acheter une maison avec Dolores. Ses 3 enfants restent avec elle dans la mesure où le prononcé du divorce était également accompagné d'une mention offrant la garde à Alicia. Notez que l'achat de la maison fut un peu particulier. Les 2 femmes ont payé une partie du prix, mais Dolores a engagé bien plus d'argent. Cependant, la propriété est uniquement à son nom. Cela n'empêche pas la bonne entente du couple durant des années, Alicia et Dolores élevant les 3 enfants avec amour. Au fil des années, les sentiments s'étiolent, conduisant les 2 femmes à envisager une rupture qui intervient en 1994. Elles restent amies. Alicia déménage simplement avec ses enfants dans une autre maison, toujours dans la même zone géographique, sur la Costa del Sol. Alicia finit par rencontrer une personne, un homme, nommé Juan Serio, qui emménage avec elle dans sa nouvelle maison, et la vie continue. Les enfants grandissent, ils sont heureux. Rocio, la petite dernière, comme son frère et sa sœur, reçoit une bonne éducation. Elle est heureuse avec sa famille, avec ses amis, qui sont nombreux, et ne connaît aucune difficulté à l'école. Au lycée, pour se détendre, Rocio retrouvait régulièrement ses copines avec qui elles avaient monté une équipe de football, et elles jouaient souvent ensemble après l'école. Cette amitié s'est solidifiée durant les années, et en 1999, alors que les filles ont entre 19 et 20 ans maintenant, elles continuent de se fréquenter. Le mercredi 6 octobre 1999, à Fuengirola, une ville espagnole tout proche de la Cala de Miras, la fête foraine qui s'installe chaque année à cet endroit à la même période s'apprête à ouvrir ses portes. C'est la première soirée d'une longue série où les habitants du coin, et même un peu plus loin, se rejoignent pour profiter des festivités, bien manger et vivre des sensations fortes grâce aux différentes attractions qui sont proposées. C'est toute la ville qui devient extrêmement vivante, attirant nécessairement la jeunesse de la région.
3 jours après la cérémonie d'ouverture, le samedi 9 octobre, Rossio et ses amis prévoient de passer la soirée à la fête foraine pour s'amuser. Il faut dire que la jeune femme de 19 ans qui cumule 2 emplois en gardant des enfants et en étant serveuse apprécie particulièrement ces moments joyeux et de détente après ses longues heures de travail. Dans l'après-midi, elle annonce ce qu'elle a prévu pour la fin de journée à sa mère ainsi qu'à sa sœur. Elle indique qu'avant de prendre la direction de la fête foraine pour rejoindre ses amis, elle passera quelques heures avec son petit ami Antonio Jurado. Elle reviendra vers 22 h environ, quelques instants seulement, pour prendre une douche, se changer et partir en direction de la foire. Il est donc 17 h 30 quand Rossio sort de chez elle afin de parcourir les 500 mètres qui la séparent du domicile de son petit copain. Les heures passent quand sonne 22 h. Alicia remarque l'absence de Rossio qui avait annoncé revenir pour prendre une douche, mais ses plans ont peut-être changé et elle s'est sûrement rendue à la fête foraine directement depuis la maison d'Antonio. Alicia s'attend à revoir sa fille le lendemain, l'heure est tardive à présent, et la femme va donc se coucher. Ce dimanche 10 octobre, Alicia se réveille et sa première action est de se rendre dans la chambre de sa fille pour s'assurer qu'elle est bien rentrée finalement. Seulement, en ouvrant la porte, il est évident que la pièce est vide et que personne n'est passé par là pour dormir. C'est une situation inhabituelle. Normalement, Rossio, lorsqu'elle annonce ses plans, n'y déroge pas. Mais pas d'inquiétude non plus, elle a pu passer la nuit chez son petit ami. Pour s'en assurer, et puisque la maison d'Antonio n'est qu'à 500 mètres, Alicia envoie son autre fille, Rosa, pour vérifier que sa sœur se trouve bien là-bas. C'est Antonio qui se présente à la porte. Il confirme qu'il était bien en compagnie de Rossio la veille, qu'ensemble ils ont regardé la télévision, quand Rossio a décidé de rentrer chez elle pour se préparer avant d'aller à la fête foraine. Antonio aurait dû la rejoindre directement à la foire avec le groupe d'amis, mais il s'est endormi et n'est pas allé à Fuengirola. La mère du garçon confirme à Rosa que sa sœur est bien partie la veille pour retourner chez elle. D'ailleurs, elle a insisté pour qu'elle vêtisse son pull de peur qu'elle n'attrape froid en rentrant. Rossio a donc franchi la porte de la maison des Jurado à 22 h en prenant la direction de sa maison. Si elle n'est pas passée par chez elle, peut-être s'est-elle rendue directement à la foire au dernier moment. La veille, à 22 h, le groupe d'amis a commencé à se rassembler à l'entrée de la fête foraine. Tous les jeunes étaient installés en bord de mer en train de boire, jouer de la musique et s'amuser en attendant que tout le monde arrive avant de profiter des quelques attractions. Les amis de Rossio patientent un long moment parce que la jeune femme avait assuré qu'elle viendrait ce soir-là. Mais à l'évidence, vu l'heure, elle ne viendra plus, et ils ont profité de la soirée sans elle et sans la voir durant tout ce temps, ni entrer en contact avec elle non plus. Une situation qui devient donc de plus en plus angoissante pour Alicia et la famille tout entière, qui n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Rossio. Il n'y a absolument aucun indice. Alors, Alicia et Juan décident de parcourir les alentours afin de retrouver la jeune femme disparue, ou au moins des informations sur sa localisation. Le couple décide d'être méthodique et de s'éloigner au fur et à mesure de la maison pour être sûr de ne manquer aucun endroit potentiel. Au gré de leur marche, ils s'écartent petit à petit de la maison et sont approximativement à 300 mètres du domicile désormais. Non loin de ce qui semble être un terrain vague, Alicia aperçoit quelque chose d'inhabituel sur le sol goudronné et sur la terre totalement sèche. En s'approchant, elle en est quasiment certaine, c'est du sang. Toujours sur ce terrain vague, il y a une paire de chaussures. Elle ressemble fortement à celle que porte Rossio. Alicia commence à paniquer. Juan a beau tenter de la calmer, rien ne marche, et la mère ordonne à Juan de foncer vers le premier téléphone pour contacter la police. Les premiers agents déployés sur place sécurisent la zone pour la garder intacte. Il y a effectivement du sang et les lieux pourraient avoir été le théâtre d'un crime. Pour en avoir le cœur net, le juge d'instruction en charge de l'enquête missionne une équipe de la police scientifique d'expertiser l'endroit. En arrivant, l'équipe scientifique se concentre sur les taches de sang. Elle remarque que la quantité qui se trouve au sol est élevée. Cela signifie qu'une personne a certainement été agressée ici et que le saignement provient d'une partie du corps comme le nez ou la bouche. Une autre hypothèse serait une agression à l'arme blanche qui pourrait aussi être à l'origine d'une grande perte de sang. Certaines traces au sol sont plus allongées que d'autres, suggérant un mouvement de la personne perdant le sang.
La victime se serait donc déplacée assez rapidement, peut-être en courant. Ces traces conduisent à une dernière, beaucoup plus grosse et étendue que les précédentes. Enfin, les dernières traces découvertes laissent penser que la victime avait perdu connaissance ou était décédée puisque le sang montre qu'une personne a été traînée au sol. Les marques s'arrêtent net à un endroit où ce sont des traces de pneus qui sont relevées. La victime a donc été tirée jusque-là par son agresseur qui l'a ensuite chargée dans un véhicule avant de s'enfuir. Un mouchoir taché de sang est également retrouvé sur les lieux. La paire de baskets, évidemment, ainsi qu'un mégot de cigarette de la marque Royal Crown. Ce dernier est transmis à un laboratoire pour une analyse, parce qu'il se pourrait bien que l'ADN de l'agresseur soit présent sur ce mégot. Le laboratoire est parvenu à isoler un ADN. Les résultats indiquent qu'il s'agit de celui d'un homme, inconnu des services de police espagnols, mais cela reste un indice précieux. Les analyses ont aussi porté sur le sang découvert. Il ressort qu'il appartient effectivement à Rocío Waninkoff. Cependant, il n'est pas certain que la jeune femme soit décédée. Il est même probable qu'elle soit encore en vie. Si elle était morte le soir de l'attaque, pourquoi le tueur se serait-il embêté à emmener son corps ? Il se peut donc qu'elle soit retenue quelque part, ce qui motive les policiers ainsi que les gens de la région à se mobiliser pour venir en aide à Rocío. La disparition fait la une de tous les médias locaux, mais l'information s'étend également au niveau national. Le sort de cette jeune femme inquiète le pays tout entier. Des centaines de personnes participent aux recherches organisées par la police. La famille anglaise, pour qui Rocío travaille, offre une récompense de près de 150 000 € pour des informations utiles permettant de retrouver la jeune femme. Le 12 octobre, 3 jours après la disparition de Rocío, un chauffeur de taxi se présente au poste de police parce qu'il aurait des informations concernant l'affaire en cours. Le soir de la disparition de la jeune femme, il traversait la zone où les baskets de celle-ci ont été retrouvées. Il est certain qu'il était 22 heures quand il a entendu des cris le long de la route sans pouvoir clairement déterminer d'où ils provenaient. Ayant peur d'être agressé, le chauffeur de taxi a accéléré. C'est alors que sur la route, il a aperçu un 4x4 stationné sur le côté avec à l'intérieur un homme qu'il décrit aux inspecteurs et qu'il estime âgé entre 20 et 30 ans. C'est une bonne information pour la police, qui réussit à établir un portrait robot pour retrouver l'individu qui a peut-être vu quelque chose s'il n'est pas impliqué. Ce portrait robot est transmis aux médias qui le diffusent et il fait le tour de la ville. En attendant, les recherches s'intensifient. Il y a toujours autant de monde impliqué pour retrouver Rocío. La police, quant à elle, commence à suspecter quelqu'un. Antonio Rurado, le petit ami de Rocío, entre dans le collimateur des enquêteurs pour un petit détail. En discutant avec lui, sa mère et ses proches, il est ressorti de ces échanges que le jeune homme avait pour habitude de raccompagner Rocío jusque chez elle. Pourtant, le soir de la disparition, Antonio n'adopte pas ce comportement. Automatiquement, lorsqu'un événement inhabituel se produit, cela intrigue les policiers. Ces derniers vérifient le positionnement de la maison d'Antonio par rapport au lieu où l'attaque s'est déroulée. Elle est si proche que les enquêteurs estiment qu'Antonio, depuis sa chambre, aurait dû entendre les cris poussés par la jeune femme au moment de son agression, les fenêtres étant orientées dans cette direction. Le jeune homme, entendu à ce sujet, affirme qu'il dormait étant ainsi incapable d'entendre quoi que ce soit. Sa mère confirme qu'il s'était assoupi. Pour les policiers, ce n'est pas un alibi suffisamment solide. Ils pensent que le garçon cache quelque chose. Ils exercent alors une pression monumentale, avec 6 interrogatoires menés dans un laps de temps extrêmement court. Malgré ce stratagème, Antonio tient bon. Il s'accroche à sa version. Alors, les policiers qui sont persuadés de son implication décident de mettre sur écoute son téléphone portable. Là encore, il n'y a rien à exploiter. Ce qui n'est pas forcément une surprise. Le jeune homme, après 6 interrogatoires, a bien compris qu'il était un suspect et fait certainement très attention à la moindre parole qu'il prononce. Les enquêteurs approfondissent les recherches sur le jeune homme, puis découvrent un élément qui va changer totalement leur vision d'Antonio. Le jeune homme n'est pas détenteur du permis de conduire, ce qui pose une problématique évidente au regard du lieu de l'agression examiné quelques jours auparavant. Il y a des traces de sang se stoppant net devant des marques de pneus laissées au sol.
Il est donc indéniable que le ravisseur possédait une voiture, ce qui n'est pas le cas d'Antonio. Alors bien entendu, il aurait pu conduire un véhicule sans posséder le permis, mais les probabilités qu'il soit coupable s'effondrent. C'est alors un retour à la case départ. Après cette désillusion, la police ne se démobilise pas, les bénévoles non plus d'ailleurs. Il y a toujours des centaines de personnes qui aident à la découverte du moindre indice qui pourrait faire avancer l'affaire. Malheureusement, les jours s'écoulent sans que la moindre piste pour un suspect ou la localisation de Rossio n'émerge. Le 31 octobre 1999, 23 jours après le début des recherches, il faut se rendre à l'évidence. Rien ne sera retrouvé sur le terrain. La police informe donc la famille Waninkoff que ses effectifs ne parcourront plus la zone à partir de ce jour. Une information qui fait mal, mais qui n'empêche pas la famille, les amis et les bénévoles encore motivés à continuer de rechercher Rossio. Tous les soirs, à 20h30, le groupe se retrouve à l'endroit où l'agression a eu lieu pour échanger sur les potentiels éléments découverts, les nouvelles zones à visiter et maintenir en vie cette affaire. Le mardi 2 novembre, cela fait 25 jours que Rossio a disparu, 2 jours que les recherches se sont arrêtées, et pourtant l'affaire avance enfin. Proche de Marbella, une station balnéaire se trouvant à 30 km de la Cala de Miras, les propriétaires d'un club de tennis inspectent les cours lorsque l'un d'entre eux remarque dans les broussailles une forme étrange. Il s'en approche alors. Après un simple coup d'œil, c'est évident. Il s'agit d'un cadavre en état de décomposition avancée. La dépouille se trouve à 200 mètres seulement de l'autoroute. À proximité, il y a 2 sacs en plastique noir contenant des vêtements ainsi qu'une affiche liée à la disparition de Rossio Waninkoff. Un t-shirt blanc de la marque Nike et maculé de sang est découvert dans l'un des sacs. Ce t-shirt est similaire à celui que portait Rossio le soir de l'agression. Mais un doute persiste, parce que la jeune femme n'a disparu que depuis 25 jours. Or, l'état de décomposition est à un stade correspondant à plusieurs mois. Il faut une identification. Alicia ne peut pas se résoudre à une telle chose. C'est Rosa, la sœur de Rossio, qui accepte d'aider les enquêteurs sur ce point. Une fois à la morgue, elle ne peut pas reconnaître physiquement sa sœur, dont il ne reste presque plus que le squelette. Mais elle est pourtant certaine qu'il s'agit d'elle à cause du t-shirt, mais surtout d'une bague très spéciale encore accrochée à son doigt. Après cette identification, les médecins légistes prennent le relais. Il y a plusieurs explications qui pourraient justifier l'état de décomposition avancé du corps. Le meurtrier aurait pu tenter de brûler les restes, de les dissoudre dans de l'acide, ou des insectes bien particuliers auraient pu accélérer le processus de décomposition en se nourrissant du cadavre. Il se pourrait aussi que ce soit simplement les conditions climatiques du sud de l'Espagne qui soient la cause d'une telle célérité dans la décomposition. La chaleur et l'humidité sont des facteurs jouant sur l'état d'un cadavre et, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle parce que cela limite les informations que les médecins légistes pourront obtenir. Seul le squelette de la victime étant encore exploitable. Quoi qu'il en soit, ils sont capables de déceler 8 lésions rapprochées, toutes localisées dans le dos. Il y en a 6 regroupées vers le bas et 2 un peu plus haut. L'arme du crime est un objet tranchant, ne comportant qu'une seule lame de type couteau. Avec le positionnement de ces blessures, le médecin légiste conclut que les coups ont été portés très rapidement, la victime ayant certainement été immobilisée au moment où c'est arrivé, à moins que l'agresseur l'ait surprise, ce qui est une option également. En revanche, ce qui est certain est le haut degré de brutalité de cette agression. Enfin, les médecins sont incapables de déterminer si l'agression était de nature sexuelle, l'état du cadavre ne permettant pas d'aller aussi loin dans l'expertise. C'est donc un point d'interrogation qui demeure sur cet aspect. La dépouille ayant été retrouvée sans ses vêtements, dans une position étrange, les jambes écartées. Voici ce qu'apprennent les policiers après l'intervention médico-légale. C'est intéressant sans être décisif dans cette investigation. La machine médiatique, quant à elle, se met en route. Déjà fascinés par la disparition de Rossio, les médias espagnols s'embrasent au moment de la découverte du corps.
Le nom de la jeune femme de 19 ans est sur les lèvres des journalistes à toute heure de la journée, créant une atmosphère anxiogène chez le public qui se met à pousser pour que les autorités résolvent le plus rapidement cette affaire. Plus facile à dire qu'à faire, parce que les policiers n'ont absolument aucun indice, c'est le flou complet autour de l'identité du tueur. Après plusieurs semaines, une brigade spéciale se voit confier l'enquête. Elle découvre des empreintes digitales sur les sacs en plastique, des fibres microscopiques sur le corps de Rossio et s'est longuement attardée sur les traces de pneus laissées sur le lieu de l'agression. Mais malgré ça, il n'y a toujours rien. Voici donc venu le temps des hypothèses avec les éléments récoltés depuis le début de l'investigation. La position du corps de Rossio avec les jambes écartées fait penser aux enquêteurs qu'il s'agit possiblement d'une mise en scène. Autrement dit, le meurtrier aurait positionné la dépouille de cette manière afin de suggérer qu'une agression sexuelle aurait eu lieu, dans le but d'orienter les policiers vers une fausse piste. Parce que si un viol avait été commis, l'enquête aurait pris une direction différente. Ceci, combiné à l'acharnement, la brutalité et la violence de l'attaque, avec une dizaine de coups de couteau dans le dos, rend perplexes les enquêteurs qui sentent une forme de manipulation de la part du tueur en vue de dissimuler le mobile réel de cet acte. Selon eux, il ne s'agirait donc pas d'une attaque avec l'intention d'agresser sexuellement Rossio, mais d'une sorte de règlement de compte. Un meurtre par jalousie peut-être. En tout cas, ils sont certains à présent que la personne responsable du massacre n'est pas un rôdeur ayant repéré la jeune femme, comme on essaye de leur faire croire, mais un proche ou au moins une personne connaissant Rossio. L'enquête s'axe désormais autour des proches de la jeune femme. Qui est-ce qui ne dispose d'aucun alibi pour le soir du meurtre? Qui aurait pu être en conflit avec Rossio? Des questions auxquelles les policiers cherchent des réponses. Pour ça, ils interrogent tout le monde, y compris Antonio qui repasse sur le grill. Cela prend des semaines et même des mois complets. Il faut tout recouper avec les témoignages pour trouver un suspect. Au bout de presque 1 an d'investigation, à la fin de l'année 2000, les policiers voient leur travail porter ses fruits, puisqu'ils ont 3 suspects sur leur radar, 2 hommes et une femme. En affinant, c'est la femme qui devient seule la suspecte dans le meurtre de Rossio Waninkoff. Au début du mois de septembre de l'année 2000, Dolores Vasquez, l'ancienne compagne d'Alicia Hornos, est placée en état d'arrestation pour le meurtre de Rossio Waninkoff. Quand Alicia apprend cette terrible nouvelle, elle est dévastée et ne peut pas croire une telle chose. Comment la personne avec qui elle a passé plus d'une dizaine d'années de vie commune aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? D'après la police, il y a plusieurs éléments. Alors que les enquêteurs travaillaient sur le lieu de l'agression, ils ont remarqué une voiture avec 2 hommes faisant des allers-retours incessants, ce qui a éveillé leur curiosité. Ces 2 individus se sont même arrêtés pour poser des questions à propos de l'avancée des travaux de la police. Des questions suffisamment troublantes pour que la plaque d'immatriculation du véhicule soit relevée. Il s'agissait de la voiture de Dolores Vasquez. Quelques jours plus tard, la femme a été interrogée par les policiers et ceux-ci ont regardé à l'intérieur de la voiture en voyant une casquette beige similaire à celle que l'un des hommes portait quelques jours auparavant. Il est donc demandé à Dolores si elle a prêté sa voiture à ces 2 individus, mais immédiatement elle indique qu'elle n'a jamais fait une telle chose. Les policiers sont certains du contraire et avaient déjà des doutes sur elle plus tôt dans le déroulé de l'enquête. Mais ce sont 2 autres éléments qui ont fait pencher la balance. Le premier étant que Dolores dispose d'un mobile pour le meurtre de Rossio, la jalousie. En effet, la jeune femme voyait d'un mauvais œil cette relation entre Dolores et sa mère. Elle militait ardemment auprès d'Alicia pour qu'elle cesse de voir sa compagne. C'est certainement ce qui a joué dans la rupture entre les 2 femmes, que Dolores aurait très mal digéré. L'ingérence de la fille d'Alicia lui aurait été insupportable. Elle aurait donc pris son mal en patience 4 ans durant, avant de commettre ce meurtre par vengeance. Ensuite, il y a une attitude de Dolores dont aurait été témoin sa femme de ménage au moment de la disparition de Rossio. Dans sa cuisine, Dolores aurait attrapé une affiche signalant la disparition de la jeune femme avant de poignarder le visage de la photo de cette dernière. Un comportement véritablement incriminant dans ces circonstances.
Les médias, qui continuent de suivre l'affaire, jettent aussitôt en pâture le nom de Dolores auprès du public. Notez qu'il n'y a aucune retenue chez les médias espagnols qui n'hésitent pas à déverser des opinions et même désigner Dolores coupable, alors qu'aucun procès ne s'est encore tenu. Alicia passe régulièrement dans les émissions télévisées et à la radio pour parler de son ex-compagne, qu'elle désigne comme une femme froide, manipulatrice et rancunière, ayant toujours eu du mal à interagir avec Rocio, sa fille. Cette omniprésence de la parole de la mère de la victime convainc l'opinion publique de la culpabilité de Dolores. D'ailleurs, lorsqu'elle est interrogée après son arrestation, Dolores ne délivre aucun aveu et maintient sa version selon laquelle elle s'occupait de sa mère malade depuis plusieurs années et qui avait même emménagé chez elle. Ce même soir, la nièce de Dolores lui a confié sa fille de 2 ans pour se rendre à une soirée entre amis, et la femme indique que jamais elle n'aurait laissé sa mère malade et une fillette de 2 ans seule pour aller commettre un meurtre. Si elle l'avait planifié, elle n'aurait pas gardé l'enfant de sa nièce. Ces explications semblent insuffisantes pour le juge d'instruction qui décide de son placement en détention provisoire en attendant que son procès pour meurtre débute, puisque Dolores a une sœur vivant au Royaume-Uni et elle pourrait être susceptible de s'échapper. C'est au bout d'une longue année que la justice doit trancher s'agissant de la culpabilité, ou non, de Maria Dolores Vázquez. Malgré le délai entre son arrestation et le début du procès, l'opinion publique ne s'est pas apaisée à son égard. Il faut dire qu'elle paraît froide, les propos d'Alicia dans les médias n'aident pas non plus, et son orientation sexuelle, en 1999 en Espagne, joue également contre elle, étant particulièrement mal vue. Durant le procès, l'accusation expose tout ce qu'elle détient pour incriminer Dolores. Le problème est que le dossier ne contient aucune preuve directe. Cependant, voici la version de l'accusation. Dolores sort régulièrement pour courir le soir avec un petit couteau sur elle pour se défendre. C'est alors qu'elle croise Rocio le samedi 9 octobre. Elles auraient discuté ensemble avant que la conversation ne s'envenime. Dolores aurait donc attaqué la jeune femme sur le terrain vague en donnant un premier coup. Un mouchoir, taché du sang de la victime, retrouvé sur le lieu du crime, laisse penser que Dolores l'aurait donné à Rocio pour qu'elle essuie le sang. Rocio, ne faisant plus attention à son agresseur, c'est le moment que choisit Dolores pour asséner les coups de couteau, ce qui explique leur emplacement. Après le meurtre, elle serait rentrée chez elle pour prendre sa voiture et déplacer le corps, certainement aidée par des individus masculins, offrant ainsi l'explication aux mégots de cigarettes découverts avec l'ADN d'un homme inconnu. La serveuse d'un bar à proximité de la maison de Dolores aurait remarqué une fumée épaisse sortir de la cheminée. L'un des clients, intrigué, est directement allé demander ce qu'elle brûlait. La femme lui a simplement répondu qu'elle nettoyait sa cheminée. Mais d'après les témoins, cette fumée ne correspondait pas à un simple nettoyage. L'accusation pense qu'en réalité, Dolores était en train de brûler le corps de Rocio, mais comme elle a été questionnée à ce sujet, elle aurait donc décidé de se débarrasser de celui-ci dans la zone en direction de Marbella. L'inconvénient de cette théorie, bien qu'elle paraisse plausible, est le manque de preuves. Rien n'incrimine directement Dolores, et c'est bien ce que la défense reproche au parquet espagnol. Rien ne prouve sa présence sur le lieu de l'attaque. Surtout, personne ne semble prendre en compte son alibi, selon lequel elle se trouvait avec sa mère, qui témoigne de sa présence ce soir-là. L'épisode du déplacement du corps avec l'aide de complices ne repose sur rien, pas plus que la crémation du corps dans la cheminée. Aucune trace de Rocio n'est retrouvée à cet emplacement. Au cours d'une perquisition de sacs en plastique noir, similaires à ceux retrouvés à l'endroit de la découverte du cadavre, sont saisis chez Dolores. Mais il est possible de les acheter dans le commerce, et des milliers de personnes s'en servent, cela ne prouve rien. De plus, les empreintes digitales découvertes sur les sacs plastiques ne correspondent pas à celles de Dolores non plus. Alors, il y a bien le témoignage de cette femme de ménage ayant aperçu Dolores poignardant la photo de Rocio sur l'avis de recherche. Elle indique aussi qu'au moment du coup de couteau, Dolores aurait dit « Voilà mon problème », comme si elle désignait Rocio. Seulement, l'employée de maison n'est pas espagnole, maîtrisant très mal la langue. Elle aurait mal interprété la scène, Dolores lui expliquant comment Rocio venait d'être assassiné.
Le jury, avec ces deux versions, aura fort à faire pour prendre sa décision, mais il doit y avoir une délibération. Il faudra attendre 30 heures en tout pour qu'une décision soit enfin rendue. Et à l'unanimité, au cours du mois de septembre 2001, Maria Dolores Vázquez est reconnue coupable du meurtre de Rocío Waninkoff. C'est un pavé dans la mare. Il faut reconnaître que sa condamnation a été guidée par son comportement jugé comme particulièrement froid, peut-être trop pour une personne innocente, et bien sûr par les nombreuses déclarations accusatrices d'Alicia, la mère de Rocío, peignant Dolores comme un véritable monstre. Malgré cela, il n'y a toujours aucune preuve directe, mais la sentence est prononcée. Ce sont 15 années d'emprisonnement qui sont appliquées à Dolores Vázquez, ainsi qu'une indemnité de 30 millions de pesetas à verser à la famille de Rocío, équivalent approximativement à 200 000 €. C'est ainsi que la meurtrière de Rocío est envoyée en prison et que cette affaire est définitivement résolue. Le mercredi 13 août 2003 est une journée spéciale pour la ville de Coín, non loin de Malaga, quoique un peu plus enfoncé dans les terres, parce qu'il s'agit de la Feria de Agosto, une fête traditionnelle qui transforme littéralement la commune en un immense lieu festif. Les gens de la région se rendent par milliers pour célébrer, profiter de la musique et des spectacles offerts durant ces 2 jours de fête annuelle. Évidemment, ce genre d'activité réunit les jeunes personnes du coin également, y compris Sonia Carabantes et son groupe d'amis qui comptent bien profiter toute la nuit. Les amis de l'adolescente de 17 ans sont encore au lycée, comme elle. Cela ne les empêche pas de veiller tard cette nuit, exceptionnellement, puisqu'ils sont tous autorisés par leurs parents à se rendre à la Feria de Agosto. Encarna, la mère de Sonia, sait que sa fille est dehors. Elle préfère la tranquillité de sa petite maison espagnole et une soirée moins agitée. Sonia, quant à elle, n'entame son chemin retour accompagnée d'une amie qu'au petit matin, vers 5 heures. Et à quelques mètres du domicile de Sonia, les 2 adolescentes se disent au revoir avant de se séparer. Le lendemain matin, Encarna se réveille paisiblement. Elle décide de s'assurer que sa fille cadette, qui est la dernière à résider avec ses parents, ses 2 autres frères ayant construit leur vie désormais, soit bien dans sa chambre en train de se reposer de cette longue nuit de fête. Seulement, en contrôlant sa chambre, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne. Sonia n'est pas là, elle ne se trouve pas dans la maison non plus. Un peu inquiète, le premier réflexe de la maman est de téléphoner aux amis qui accompagnaient sa fille la veille. Il lui est affirmé que Sonia se tenait bien devant sa maison à environ 5 heures du matin. Une nouvelle rassurante, elle était à proximité la veille, alors peut-être est-elle déjà ressortie. Il suffit d'aller voir, ce que fait Encarna qui ouvre la porte d'entrée de la maison, parcourt les quelques mètres qui la séparent de la rue et observe tout autour d'elle. Elle ne voit pas sa fille. En revanche, à 2 ou 3 portes de chez elle, l'œil d'Encarna est attiré par un objet assez inhabituel à côté d'un arbre. Il s'agit d'une chaussure qu'elle reconnaît, puisque Sonia porte un modèle similaire. Cette chaussure n'est pas le seul objet traînant au sol. Il y a un sac à main, ainsi qu'un téléphone portable, et tout appartient à sa fille. Comme si le niveau d'angoisse n'était pas suffisamment élevé avec cette trouvaille, la mère s'aperçoit que du sang recouvre en partie une voiture stationnée à proximité. Encarna ne perd plus un seul instant, elle se précipite sur le téléphone pour contacter la police. Les premiers agents sur place continuent de relever les indices. Ils mettent sous scellé les morceaux brisés d'un feu arrière de véhicule taché de sang, un cheveu brun appartenant à Sonia et un mégot de cigarette. Les policiers demandent à Encarna si des gens étaient hostiles à l'égard de sa fille, était-elle victime de harcèlement ou toute autre chose qui pourrait conduire à une agression. La maman désespérée répond que non. Pendant 26 ans avec son mari, ils ont vécu en Suisse, à Lucerne, où Sonia est née puis a grandi. Ils ne sont rentrés que depuis 2 ans environ et leur fille s'apprête à obtenir son bac dans un lycée où elle est très appréciée. C'est aussi une fille calme, gentille et qui n'a jamais eu d'ennemis. L'inquiétante disparition de Sonia émeut toute la région de Coín. La police est appuyée par des centaines de volontaires pour essayer de retrouver le plus vite possible l'adolescente de 17 ans. Le mardi 19 août 2003, 5 jours après la disparition, du côté de Monda, à une dizaine de kilomètres de Coín, des volontaires accompagnés d'un chien retournent dans une zone boisée déjà visitée la veille.
Il avait plu, le temps avait été mauvais et, pour s'assurer qu'ils n'ont rien manqué, le groupe décide de refaire un passage. En avançant, ils arrivent au niveau d'un petit ruisseau. C'est à ce moment que le chien s'agite. Il est libéré de sa laisse et l'animal fonce à côté du petit cours d'eau avant de se stopper. C'est ainsi que le corps sans vie de Sonia Carabantes est découvert. Il a été recouvert de pierres. Aussitôt, la police est informée. Sur place, les enquêteurs découvrent la scène. Sonia est partiellement nue. Son visage est recouvert d'ecchymose, synonyme d'une violente agression. Mais dans ce malheur, il y a un point positif. Le corps de l'adolescente a été retrouvé rapidement, offrant au médecin légiste la possibilité d'une analyse approfondie. Sans surprise, Sonia a été violemment battue. Sa mâchoire est en partie fissurée. Cependant, ce n'est pas ce qui a causé la mort de l'adolescente. Elle est morte d'asphyxie après un étranglement et il semblerait que son t-shirt fut utilisé lors de la strangulation. Les experts médico-légaux réussissent à déduire dans quel ordre les événements se sont produits vis-à-vis des blessures qu'a subies Sonia. Il semble que l'agression se soit déroulée devant chez elle. L'adolescente a été battue brutalement, mais n'a pas perdu conscience. Elle a été conduite ensuite à l'endroit où le corps fut découvert. Là-bas, elle a été violemment frappée à nouveau, puis l'étranglement n'est intervenu qu'en dernier lieu. Il est indéniable aussi qu'elle se soit vaillamment défendue. Elle a même peut-être blessé son assaillant, puisque des morceaux de peau lui appartenant sont découverts sous les ongles de Sonia. Cette trouvaille est capitale pour l'enquête. Non seulement cela apporte du contexte à une agression particulièrement sauvage, mais cela offre la possibilité d'analyser l'ADN du tueur. Devant la maison de la victime, un mégot de cigarette a été prélevé. Celui-ci fait également l'objet d'une analyse ADN. L'ADN de la peau retrouvée sous les ongles, ainsi que du mégot, appartiennent tous deux à un homme inconnu. Quoique, pas si inconnu finalement, parce que cet ADN a déjà été prélevé lors d'une affaire beaucoup plus ancienne, celle de Rocio Waninkoff. Cet homme inconnu était donc présent lors de 2 agressions de jeunes femmes aux similitudes frappantes à 4 années d'intervalle. Il était déjà là en 1999 et le revoici en 2003. Il est impossible de douter du fait que le même homme soit le meurtrier de Rocio Waninkoff et Sonia Carabantes désormais, conduisant à une conclusion terrible. L'Espagne vient de commettre une erreur judiciaire monumentale en envoyant en prison Dolores Vázquez sans preuve, simplement en se référant à des témoignages et à l'interprétation des comportements de la femme. C'est même une double sentence, puisqu'en se focalisant sur Dolores, les autorités ont bâclé une partie de l'enquête, permettant ainsi à un redoutable prédateur de continuer à sévir, ce qu'il a fait en s'attaquant à Sonia, ce qui aurait pu être évité. Évidemment, Dolores ne pouvait être l'auteur du second crime, puisque cela faisait 17 mois désormais qu'elle se trouvait en prison. Mais n'ayant jamais avoué, elle a continué de subir des interrogatoires brutaux pour qu'elle finisse par reconnaître sa culpabilité en vue d'un procès en appel qui s'apprête à se tenir. Pire, en reprenant les éléments du dossier de la défense, l'alibi que Dolores avait fourni, et qui n'avait pas été prise en compte ni par les policiers ni par les membres du jury, prouve que la femme a reçu la visite de sa sœur pour déposer sa nièce à environ 22 h le soir du meurtre de Rocio. Matériellement, cela rend impossible sa présence sur le terrain vague où le sang de la victime fut retrouvé. À 22 h 30, ses relevés d'appels téléphoniques montrent qu'elle est en pleine conversation, ce qui rend encore plus improbable son implication. Rocio est sorti de la maison de son petit ami à 22 h. Il aurait fallu que Dolores agresse la jeune femme, la tue, se débarrasse de son corps et rentre chez elle pour accueillir sa sœur au même moment. Cela n'a pas de sens. Les traces de pneus sur le lieu du crime ne correspondent pas à la voiture que possède Dolores, une Toyota Celica, mais à un véhicule de marque Ford. L'accusation sur ce point indiquait que rien n'avait empêché Dolores de voler un véhicule ce soir-là. Difficile à croire, surtout avec les éléments précédemment donnés. Dolores Vázquez n'est donc pas responsable du meurtre de Rocio Waninkoff. Les autorités, compte tenu du procédé utilisé lors des 2 meurtres, craignent d'avoir sur les bras un tueur en série.
S'il a tué 2 jeunes filles à 4 ans d'intervalle, il se peut qu'il soit l'auteur d'autres crimes encore. Quelques jours avant la découverte du cadavre de Sonia Carabantes, Cecilia Pantora, une femme britannique d'origine chilienne, attend son ex-époux nommé Tony King afin qu'ils viennent récupérer leur fille dont la garde est partagée entre eux désormais. Cecilia a fait la connaissance de Tony plusieurs années auparavant en Angleterre, en 1996 pour être précis. Ensemble, le couple s'entend très bien, même si l'homme est un poil jaloux, ce qui ne dérange a priori pas Cecilia. Seulement, après 5 mois de relation, la jeune femme tombe enceinte, posant sur la table la question peu évidente de la conservation du bébé. Finalement, le couple décide de se marier et de s'expatrier en Espagne en 1997, puisque c'est là-bas que vit la sœur de Cecilia. Une fois en Espagne, le comportement de l'homme se met subitement à changer. Il disparaît le soir, ment sur ses occupations. Il lui arrive d'avoir des accidents de voiture, ce que remarque nécessairement Cecilia qui s'inquiète. Le mariage ne tiendra pas. L'attitude de Tony fait peur à Cecilia, qui se sépare finalement mais reste en contact avec son ex-époux. Cependant, en 2003, après les doubles meurtres de Rocio Waninkoff et Sonia Carabantes, Cecilia se présente à la police pour parler de Tony. Cecilia se rappelle très bien d'une soirée en particulier, celle du samedi 9 octobre 1999. Elle passait du temps avec sa fille, seule, son mari étant parti. Ce dernier finit par rentrer mais ne s'arrête pas pour saluer sa femme et sa fille. Au lieu de ça, il fonce vers la salle de bain. Ce qui étonne Cecilia, c'est que Tony passe un temps remarquable dans la salle de bain, ce qui n'est pas dans son habitude, encore moins en pleine soirée ainsi. Un autre point inhabituel qu'a noté Cecilia est qu'après avoir utilisé cette salle de bain, Tony l'avait entièrement nettoyée. Elle était plus propre qu'avant. Voici un premier témoignage qui met nécessairement la puce à l'oreille des policiers, puisque le 9 octobre 1999 est aussi la date à laquelle Rocio Waninkoff fut enlevé puis tué. Mais Cecilia n'a pas terminé de parler. Elle souhaite aborder un événement bien plus récent et qui vient de se dérouler. Alors qu'elle attendait son ex-mari pour qu'il récupère sa fille, en discutant avec lui, elle remarque qu'il est bandé à la main gauche. Naturellement, elle demande ce qui lui est arrivé. Tony répond qu'il a eu un accident de voiture. Mais Cecilia ainsi que son nouveau compagnon doutent de la véracité des propos tenus par l'homme. Sa main est enflée, avec ce qui ressemble à des griffures. Une blessure étrange pour un accident de la route. Plus tard, l'annonce est faite que Sonia Carabantes est retrouvée décédée. C'est à cet instant que Cecilia décide de venir parler à la police parce qu'elle soupçonne fortement son ancien époux d'être responsable des crimes de Rocio et Sonia. Les policiers espagnols, apprenant ces éléments très incriminants, décident de contacter leurs homologues britanniques pour se renseigner sur cet homme. Et outre-Manche, on leur indique que Tony King est aussi connu sous le nom de Tony Bromwich et qu'il est un individu dangereux répertorié comme criminel sexuel. La piste est donc sérieuse. La décision est prise de placer sous surveillance Tony King. Le 17 septembre 2003, des policiers se rendent donc à son domicile pour simplement observer ses mouvements. Ils constatent que l'homme ne vit pas seul. Il semblerait qu'il ait une compagne et 3 enfants avec lui. L'appartement du suspect se situe à Alhaurín el Grande, à 15 km seulement de Coín, où Sonia a été agressée. Les agents découvrent aussi que l'homme est employé dans un pub. En le suivant, ils peuvent voir le véhicule qu'il conduit. Il s'agit d'une Mazda blanche, immatriculée en Angleterre, mais surtout, cette voiture a un feu arrière cassé. Seulement, une erreur a déjà été commise, hors de question de recommencer. Il faut un élément concret et solide pour placer en état d'arrestation cet homme. Les policiers parviennent à récupérer son ADN au pub où il travaille pour le comparer avec les empreintes génétiques découvertes sur les lieux des crimes de Sonia et Rocio. Si la correspondance est établie, il y a de fortes chances pour que la police vienne de résoudre ces 2 mystères. Rapidement, l'échantillon est envoyé en laboratoire. Encore plus rapidement, les résultats reviennent. L'ADN de Tony King correspond à celui retrouvé dans les affaires de Rocio et Sonia. Le lendemain, immédiatement après avoir reçu le retour de ses analyses ADN, Tony King est interpellé chez lui pour être placé en état d'arrestation. Il est aussitôt interrogé par la police, qui détient plusieurs leviers afin d'appliquer une pression phénoménale sur l'homme.
Démuni, en quelque sorte surpris d'avoir été arrêté, Tony King, face aux preuves accablantes et notamment l'ADN, finit par faire des aveux. L'homme de 38 ans s'effondre et décide de donner sa version des faits. D'après lui, le soir de la Feria d'Agosto, le mercredi 13 août, après avoir terminé son service, sa petite amie l'a rejoint pour descendre quelques verres ensemble. Ils sont rentrés après ça, mais l'homme aurait eu du mal à trouver le sommeil, malgré les somnifères qu'il a ingurgités. Alors, il serait allé acheter des cigarettes. Il s'est ensuite rendu à la foire de Coïn. Tard dans la nuit, il a accidentellement renversé une fille, Sonia. Paniqué, la croyant morte, il l'a placée dans le coffre de sa voiture pour se débarrasser de son corps dans la nature. À proximité du village de Monda, il l'aurait fait monter sur la banquette arrière pour abuser de son cadavre. Seulement, Sonia s'est réveillée. L'adolescente s'est donc débattue. À ce moment, King l'a étranglée, puis a dissimulé son corps sous des rochers proches du lit du ruisseau. D'après l'homme, tout ceci aurait été le résultat du mélange de sa consommation d'alcool et des médicaments pour s'endormir. Tony King ne s'arrête pas dans ses aveux et reconnaît également le meurtre de Rocio Waninkoff. Le samedi 9 octobre 1999, l'homme aurait passé la soirée en compagnie de l'un de ses amis. Ils auraient bu et consommé de la drogue ensemble. Puis, son ami lui aurait prêté sa voiture, une Ford, pour qu'il regagne son domicile. Sur le chemin du retour, King aurait croisé Rocio. En la voyant, il aurait fantasmé sur elle et aurait donc décidé de s'approcher d'elle armé d'un couteau pour qu'elle se soumette à ses envies. Simplement, la jeune femme de 19 ans a résisté, contrecarrant les plans de King, qu'il a donc poignardé, mais lui a également tranché la gorge pour qu'elle ne crie pas. L'homme s'est d'abord enfui, avant de revenir sur les lieux pour se débarrasser du corps de la victime, proche de Marbella. Il reconnaît également avoir abusé sexuellement du cadavre de la pauvre Rocio qu'il venait de tuer quelques instants auparavant. Les policiers ne croient pas les versions de King. Alors bien sûr, ils le considèrent coupable des meurtres, mais ils tentent à l'évidence de minimiser en mentant. Par exemple, il indique avoir accidentellement renversé Sonia, alors que les dégâts sur sa voiture ne se situent qu'à l'arrière de celle-ci. Pour le meurtre de Rocio, de même, les blessures qu'il dit avoir infligées à la jeune femme ne correspondent pas avec les résultats de l'autopsie. Et puis, les autorités se sont renseignées auprès de leurs homologues anglais. Tony King, en réalité Tony Bromwich, était connu à Londres, et plus particulièrement dans le quartier de Holloway, où on l'avait surnommé l'étrangleur d'Holloway. En 1985, il avait été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il n'en fera que 4 pour bonne conduite, pour le viol de 7 femmes, dont la plus jeune n'avait que 15 ans. Son procédé était toujours le même. Il se baladait avec une cordelette tard le soir, repérait des jeunes filles puis les attaquait par surprise et par derrière en enroulant la corde autour de leur cou. Il serrait ensuite, mais ne les tuait pas. Les victimes étaient inconscientes ou semi-conscientes, ce qui excitait l'homme qui les agressait sexuellement par la suite. C'est pour ces détails que les policiers espagnols doutent du hasard des attaques sur Sonia et Rocio, King étant un véritable prédateur expérimenté. Les autorités britanniques suspectent même l'homme d'être à l'origine de 12 meurtres qu'ils n'ont jamais réussi à lui imputer. D'ailleurs, il semble que les autorités britanniques, après avoir appris l'expatriation de Tony King, ont informé leurs homologues espagnols sans qu'ils ne donnent de suite concrète à ces informations, créant un véritable scandale auprès de l'opinion publique en Espagne. L'image de la police et la gestion de ces 2 affaires de meurtre est catastrophique. Dans la foulée, Dolores Vázquez voit sa condamnation à 15 ans d'emprisonnement annulée après l'intervention de la Cour suprême d'Espagne. Un nouveau procès doit tout de même se tenir, mais son issue ne fait aucun doute après l'arrestation de Tony King. Dolores Vázquez est finalement totalement disculpée dans le meurtre de Rocio Waninkoff. Bien que Tony King, au moment de son procès, tente d'incriminer Dolores Vázquez à nouveau en disant qu'elle était derrière les meurtres en réalité. Évidemment, ceci n'est basé sur rien. Il n'y a aucune preuve que Tony King était en lien avec Dolores Vázquez, mais il essaye coûte que coûte de se dédouaner des meurtres, malgré ses aveux, combinés à des preuves accablantes. Et puis cela ne tient pas. Pourquoi aurait-il agi sous les ordres de cette femme, alors que jusqu'à présent, tous les crimes qu'il a commis en Angleterre, il les avait perpétrés seul? En 2005, il est d'abord jugé pour le meurtre de Sonia Carabantes. Malgré ses tentatives désespérées pour se sortir de ce pétrin et les multiples mensonges qu'il inventera,
Les preuves directes l'impliquant convainquent le jury populaire espagnol de sa culpabilité. Le 15 novembre 2005, Tony King est donc reconnu coupable du meurtre de Sonia Carabantes et condamné à une peine d'emprisonnement de 36 ans. En 2006, son procès pour le meurtre de Rocío Waninkoff débute. La culpabilité est également reconnue et le 11 mai 2006, Tony King est à nouveau condamné à 19 ans d'emprisonnement qui viennent s'additionner aux 36 années de prison déjà prononcées à son encontre. Dolores Vázquez, quant à elle, ne sera jamais indemnisée par l'État espagnol, malgré 17 mois de prison, alors que rien ne la reliait au meurtre de Rocío. Cette affaire a fait trembler toute l'Espagne. Le gouvernement, les médias et la police auront commis des erreurs gravissimes, conduisant à l'incarcération de personnes innocentes, mais surtout à la mort de jeunes filles qui auraient pu être évitées. Voici pour cette histoire dramatique. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.